Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur l'intelligence artificielle et notamment sur ses défauts. Donc c'est une vidéo que je fais en début de cours sur l'intelligence artificielle pour essayer de casser un petit peu le mythe que l'intelligence artificielle c'est super bien, ça fait plein de choses, etc. Mais ça n'a pas de défaut. Donc non, l'intelligence artificielle a des défauts et on va essayer d'en lister quelques-uns ici dans cette petite vidéo. Mais après, je vous expliquerai quand même dans d'autres vidéos comment faire un peu d'intelligence artificielle. Donc le plan, on va voir un petit peu de quoi l'IA a besoin. L'IA peut introduire des biais et des discriminations, en tout cas encourager les discriminations, donc ça on verra après. L'IA peut faire des erreurs, donc ça c'est un truc qu'on oublie régulièrement. Et je vais vous parler d'une petite étude sur Your Brain on ChatGPT, donc votre cerveau sur ChatGPT, pour montrer les résultats d'une étude assez récente sur l'utilisation de ChatGPT sur nos petits cerveaux. Et je finirai par une petite discussion, c'est plus une ouverture que vraiment des preuves, on va dire, sur l'impact sur les emplois, et en tout cas sur ce que ça va impacter après. Donc l'IA est souvent considérée comme une solution miracle. La perception qu'on peut avoir, c'est j'ai un problème, je sais pas le résoudre, mais de l'IA ça va le faire. Oui, génial, ça marche, mais il y a quand même des choses qu'il faut pas oublier, prendre en compte pour faire ça. Donc c'est un peu l'idée de la vidéo et on va détailler ça. Donc, mais le problème c'est que l'IA a besoin de plusieurs choses. Elle a besoin de beaucoup de données, beaucoup de données. Alors en plus si ces données ne sont pas parfaites, on va dire, on va essayer de recopier cette imperfection, donc ça peut poser problème. Elle a besoin d'argent, de gros investissements, notamment pour les structures, les clusters de calcul, etc. Et aussi pour faire tourner ces clusters-là. Et elle a besoin aussi d'énergie, très gourmande en énergie, on le verra après. Et ça, à mon avis, ça va être un impact assez fort dans les prochaines années. Alors, l'IA a besoin de beaucoup de données. Donc, je vous ai mis des liens ici, d'où j'ai sorti ces infos. Donc, un modèle comme ChatGPT 3, donc c'est pas le plus récent non plus, il a été entraîné sur à peu près 45 Tera de texte, soit l'équivalent de 45 millions de livres. Donc, si on considère qu'un méga c'est un livre, en général, sur les livres un peu costauds, c'est un peu plus gros. Voilà, 45 millions de livres, ça fait quand même pas mal de livres, une sacrée bibliothèque qu'il faut regarder. Donc, beaucoup de données. Les modèles par vision, par ordinateur, comme Clip d'OpenAI, ont été entraînés à peu près sur 400 millions de paires d'images et de légendes, des images à noter. Donc 400 millions d'images, maintenant avec les réseaux, etc., les images qui sont annotées, c'est accessible, mais ça fait quand même beaucoup d'images. En robotique, l'apprentissage par renforcement, donc ce qui permet en gros d'apprendre à faire quelque chose, peut nécessiter des millions de simulations pour maîtriser une tâche, ne serait-ce que saisir un objet. Ça peut nécessiter des millions d'interactions. Et donc ça peut poser problème, etc. sur les données. Donc ça, les données, bon, vous pouvez s'y attendre un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que l'IA a aussi besoin d'argent. Par exemple, on estime le coût d'entraînement de ChatGPT 4 à peu près 100 millions de dollars. Donc 100 millions de dollars qu'on a dépensé là-dessus pour avoir un agent qui nous dit de faire des crêpes quand il nous reste du lait, des œufs dans le frigo, ça coûte un petit peu cher, moi je trouve, perso. On aurait peut-être pu les mettre ailleurs. Google a investi à peu près 75 milliards de dollars dans l'infrastructure, donc juste dans les bâtiments, les PC, etc., pour pouvoir supporter l'IA. Donc encore une fois, une grosse somme. Il aurait peut-être fallu mettre ailleurs, mais bon. Et après tout ça, ça s'explique. C'est parce qu'on estime que le marché mondial des assistants, donc IA, etc., conversationnel, etc., est estimé à peu près 42 milliards en 2026. Donc si on regarde Google, un marché de 42 milliards, on peut investir 75 en 2 ou 3 ans, si on n'est pas allé, on va dire 5 ans max, si on n'est pas allé sur le marché, ça devrait se rentabiliser. Et en tout cas, en plus, si on a les infrastructures, on peut les louer à d'autres. Donc tout ça, c'est du bénéfice. Le problème qui vient encore plus après l'argent, parce que ceux qui en ont, s'ils veulent dépenser, pas de souci, c'est l'énergie. Alors l'énergie, en gros, j'ai envie de dire, c'est pas comme l'argent, on n'a pas ses choix. Donc on va le partager avec tout le monde et il va falloir surtout, il n'y a que peu de personnes qui les produisent, donc on va vraiment partager. Donc soit il faudra partager soit en payant plus cher, soit en se disant ça sera limité.
ça c'est une autre discussion. Donc on estime à peu près que l'IA va consommer 1000 TWh d'ici 2030, ce qui équivaut à peu près à 10% de la production d'électricité en Chine. J'ai plus les textes en France, donc ce cours je le faisais en Chine, donc c'est pour ça qu'il y a cette info. Ce qui je trouve assez parlant, c'est une requête texte à ChatGPT, ça consomme entre 1 et 10 Wh. Donc le Wh c'est l'unité de l'énergie, hein. Watt c'est la puissance, Wh c'est 1 watt pendant une heure. Donc ça fait à peu près 10 fois plus qu'une recherche classique. Alors 10 Wh, 10 Wh, si on fait un petit calcul vite fait, c'est l'équivalent de 1 à 2 piles AA, donc les LR6 là, à 10 minutes de vélo ou 1 minute de sprint ou de montée d'escalier. Donc déjà faites 1 minute de sprint, vous verrez où vous serez bien essoufflé. Alors 2 piles AA, pour info, c'est par exemple les piles que vous avez dans les petites voitures télécommandées. Donc si vous avez le petit frère, le cousin, etc., qui a une voiture télécommandée à Noël qui vous la fout dans les pieds pendant une heure, une demi-heure, une heure, voilà, donc vous savez que ça correspond à une requête à ChatGPT. Donc ça fait quand même déjà un petit peu d'énergie. Une génération d'images, on est sur des ordres de grandeur un peu plus grands, 200 à 500 Wh, donc ça fait à peu près 5 heures de vélo, ou 8 heures de travail manuel, donc une journée, pour générer une image. Donc oui, moi j'utilise des images qui sont générées, donc j'ai au moins conscience que ça consomme un petit peu. Et sans oublier que en fait pour refroidir les serveurs, parce que les serveurs qui font les calculs ils chauffent, il faut les refroidir, on est à peu près entre 1,8 et 12 litres d'eau par kilowattheure. Donc ça veut dire que si je prends on va dire 5 litres d'eau, si je fais une requête d'image ici à 500 watts, à 200 Wh par exemple, et ben j'ai gaspillé à peu près 1 litre d'eau. Voilà, 1 litre d'eau généralement qui est quand même de l'eau assez potable. Bon, des fois elle est traitée, mais ça c'est une autre question. Donc voilà, c'est de l'électricité généralement, enfin l'électricité et aussi de l'eau, faut pas oublier, qu'il faut diriger vers ces utilisations de l'IA. Et à un moment donné, à mon avis, on sera obligé de partager. Donc une fois qu'on a appris notre modèle d'IA, il faut se rendre compte c'est qu'il y a des biais dans les données. Donc les modèles d'IA, ils apprennent à partir de données qui peuvent contenir des biais, soit ratios, genre les sociaux, etc. Et en fait, il va les reproduire. Un exemple, c'est les algorithmes de recrutement. Je vous donne un petit exemple là, je vous mets l'image. Les algorithmes de recrutement peuvent favoriser certains profils en raison de biais dans les données d'entraînement. Alors si je vous prends un exemple, imaginez, ici on a un recruteur qui est fan de l'équipe rouge, et en fait dès qu'il a un candidat qui est fan, lui, de l'équipe verte, et il va le rejeter. Et en fait si on prend les données de ce recruteur là pour apprendre un modèle d'IA, pour pouvoir donc on va dire faciliter ou peut-être pas le remplacer, enfin refaire le recrutement, et en fait tous ceux qui sont fans de l'équipe verte, ils seront rejetés. Parce que les données qu'on a ici sont biaisées. Donc tout ça, ça va renforcer forcément les inégalités. On sait déjà que sur les humains, il y en a. Donc si en plus on apprend quelque chose sur ces données-là, donc il faudra, en tout cas, si on veut utiliser des données humaines, faire attention à ces biais et essayer d'avoir des algos qui ne les prennent pas en compte, qui ne les reproduisent pas. L'IA peut se tromper. Parfois ça peut être assez grave. Donc les modèles d'IA, faut se rendre compte, c'est qu'ils n'ont aucune compréhension du monde réel, des émotions, des enjeux éthiques ou moraux. Et voilà, ils ne comprennent pas grand chose. Ils ont eu des données, etc. Ils fonctionnent sur la base de corrélations statistiques dans les données. C'est-à-dire qu'ils ont fait un lien entre les données d'entrée, les données de sortie, et puis c'est ressorti à les données de sortie. C'est assez dur pour eux d'anticiper ou d'évaluer l'impact de leurs décisions. Encore une fois, sur les choses ici, même s'il y a des travaux pour prendre ça, on va dire sur la généralité ici. Un petit exemple, INIA, avant l'exemple, INIA est conçue pour faire une tâche spécifique. Elle n'a pas pour but de comprendre les risques associés à ces erreurs. Si vous faites une IA qui reconnaît des images de chats, des images, elle n'aura pas la conséquence de se dire, mais en fait, si c'est un chien que je dis que c'est un chat, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Voilà, donc dans cette image là il n'y a pas forcément de risque. Sur des choses un peu plus touchy, ça peut être. Alors j'ai trouvé une image assez sympa pour dire un petit peu que l'IA n'a aucune connaissance de l'impact de ces erreurs. Donc si vous demandez à une IA ce champignon est-ce qu'il est comestible, si elle se trompe et qu'elle vous dit oui,
et ce champignon n'est pas comestible, et ça va mal se passer pour vous. Donc vous allez arriver ici, vous allez décéder simplement, et là où l'IA va tout simplement vous dire: ah, vous avez raison, ce champignon était toxique. Je suis désolé pour la confusion, est-ce que vous voulez des infos sur les champignons toxiques? Donc voilà, donc l'IA aura fait une erreur que vous paierez plus ou moins cher, et l'IA s'en foutra, au pire elle refera l'erreur. Dans le meilleur des cas, on lui dira: tu as fait une erreur, on essaiera de se prendre en compte, de se mettre à jour, etc. Mais bon, elle s'en fout un petit peu des erreurs qu'elle fait. Et elle fait des erreurs. Notamment de ce qu'on appelle les hallucinations. Donc les grands modèles de langage, en fait, ils peuvent générer des infos qui peuvent être fausses ou incohérentes. Ça arrive. Et ça, il faut faire très attention, parce que si on fait un copier-coller d'un texte comme ça, sans vérifier ce qu'il y a dedans, ça peut être assez problématique. Ça peut inventer des références biblio ou des faits historiques. Ça arrive assez souvent dans les rapports de stage ou de thèse, etc., où on dit: fais mon rapport, fais des biblios, et en fait on a un nom d'auteur qui est possible, un titre d'article qui est possible, une revue ou une conférence qui est possible, mais les trois ensemble n'existent pas. Donc ça pose clairement des problèmes, parce que ne serait-ce que la personne qui cite l'article l'a lu. Donc ça peut poser des problèmes. Et du coup, ça va être difficile de faire la différence entre une réponse fiable et une hallucination. Quand on regarde vite fait des références, je reprends un exemple. Oui, je connais l'auteur, il a écrit ça, et ça c'est con. Mais voilà, c'est assez dur de savoir si c'est vrai, etc. Donc il faut aller chercher, etc. Je vous donne un petit exemple pour vous me prouver qu'elle peut se tromper. Donc Sébastien Langagne, une personne que je connais très très bien. Donc on s'est ennuyé avec un collègue, on a fait la recherche sur... c'était Mistral, il me semble, oui. Donne-moi la biographie de cette personne. Donc, il dit: c'est un maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne. Il travaille à l'Institut Pascal et à Polytech. Il est spécialisé en robotique, donc tout ça c'est vrai. Il a été impliqué dans plusieurs publications, c'est vrai. Et malheureusement, il est décédé, comme indiqué dans un avis de décès paru le 28 mars 2023. Et le connaissant très bien, je peux vous garantir qu'il n'est pas du tout décédé. Et d'ailleurs, s'il était décédé, vous n'auriez pas cette vidéo ici. Donc voilà, un petit exemple quand j'ai des étudiants en face que j'aime bien montrer, pour leur montrer que les IA peuvent se tromper. Un autre exemple d'IA, donc sur YouTube vous trouverez pas mal de, si vous cherchez du deepfake, vous trouverez pas mal de vidéos là-dessus, j'en ai sélectionné une. Donc génération de vidéos, ici notamment pour la promotion des métiers du bâtiment, on va dire. Donc si on regarde comme ça, on peut croire que c'est réaliste, et en fait si on lance la vidéo, on va tout de suite avoir des choses un petit peu saugrenues. Voilà, bien sûr, on met toujours les gens dans des trucs comme ça. Lui, il est fait avec sa chaussure, on sait pas trop ce qu'ils font. Ils ont des plans avec du béton dessus. Là, ça va se renverser. Je vais remettre un petit peu. Voilà, pardon. Là, ça se renverse à l'infini. Tout ça, ça paraît plausible, mais dès qu'on regarde un petit peu, bien sûr, il y a souvent des gens comme ça. Voilà, eux s'ils coupent des choses comme ça, ça va se passer. Eux ils sont carrément dans le béton. Peut-être qu'ils vont rester là, on sait pas trop. On sait pas trop comment les voitures sont montées. Donc voilà, donc ça, cette machine là, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi elle sert. Le monsieur il a pas de gants, mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc toutes ces vidéos là qui sont générées, attention, faut faire attention quand même qu'il n'y ait pas des petites erreurs dessus. Même si ça a l'air réaliste, on peut vite se faire avoir. Voilà, donc l'IA peut se tromper quand elle écrit du texte, quand elle fait du son, ou quand elle fait des vidéos aussi. Alors ça va poser des petits problèmes. Le fait que l'IA peut se tromper et en fait n'a aucune connaissance, ça peut poser des problèmes éthiques et sociaux. Donc en 2016, il y a eu une première version d'un chatbot de Microsoft qui s'appelait T, qui en fait a commencé à publier des tweets racistes, sexistes et pro-nazis, ou des propos antiféministes. Au bout de 16 heures, ça a été fermé. Mais voilà. Après, il faut se rendre compte que ça a été appris à partir de données. Et si vous prenez tout le corpus des données humaines, à mon avis, vous trouverez sur des forums des tweets racistes, des sexistes, etc., etc. Donc en fait, comme il a accès à tout, il a appris avec tout, donc il reproduit tout ce que j'ai envie de dire, tout ce que l'humain peut sortir de pas terrible. Ça, il va avoir accès, il va pouvoir le reproduire. Donc ça peut être un petit problème. Sur tout ce qui est enjeu, on va dire sociétaux, on a les deepfakes. Donc vous avez une autre vidéo ici, je vous ai mis le lien.
que je trouve assez Angela assez Carter sympa. here, live from the Cedar Grove flood disaster. Just kidding, I'm not real. Voilà, donc just kidding, I'm not real. Je This is rigole, Dana Brooks je ne suis reporting pas live réel. from Ocean View Beach. Ouais. Just kidding, I'm not real. This is Charlotte Reed reporting live from Clearwater Beach, where an unidentified. Just kidding, I'm not real. Voilà, donc je trouve cette petite vidéo assez sympa pour montrer, faites attention à ce que vous voyez, faites réfléchir un peu votre cerveau. Si vous avez des gens malveillants en face, ils vont pas vous dire just kidding, I'm not real, ils vont vraiment essayer de vous faire croire des choses. Donc ça, des fausses vidéos, et si en plus ça met en place des personnalités politiques, des célébrités, etc., qui font dire des choses que la personne n'a pas envie de dire, ça peut poser des petits problèmes, quoi. Et surtout, ça peut permettre de fatiguer un petit peu la confiance que les gens ont dans les médias. Si un média se dit je suis désolé, j'ai mis une vidéo, elle n'était pas vraie, etc. Ils le font une fois, deux fois, la troisième fois, plus personne ne regarde le média. Et les médias, c'est quand même assez important pour avoir de l'info. Donc il faudra faire aussi un petit peu attention à ça. Donc voyez, l'IA permet de faire des choses, mais ce qu'elle donne, il faut faire attention avec. Alors il y a des mauvaises utilisations de l'IA, donc je considère quand même que la guerre, etc., c'est pas une bonne utilisation. Une utilisation dans les drones de combat. Alors faut se défendre, je sais bien, mais bon. Voilà. Pour cibler, on sait faire aujourd'hui l'IA qui dans un drone sait attaquer sans intervention. Le problème c'est que qui est responsable de ces attaques, si jamais il se trompe, etc. Qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc en dehors du fait que c'est pas bien de tuer les gens, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, il y a aussi la notion de ce qu'on fait, attention, faut pas que ça se trompe. On utilise de l'IA pour créer des virus et des malwares, donc virus informatiques. On peut aussi, il y a eu des travaux qui démontrent qu'on peut aussi créer des virus biologiques, on va dire, avec de l'IA, des molécules en tout cas nocives, juste en changeant un 0 en 1. Je vais produire une molécule qui guérit, on a fait un algo, ça marche très bien, maintenant je vais produire une molécule qui tue. Il faut juste changer de dire que au lieu de guérir ça tue, et le même algo va vous générer les molécules. Donc voilà, on va dire dans le biologique, mais aussi dans l'informatique, l'IA peut détourner pour faire des codes un petit peu malveillants, etc. Des cyberattaques. Là, ça va devenir assez compliqué. Il y a plein d'autres mauvaises utilisations de l'IA. On en représentera quelques-unes après. Donc il faudra faire attention. Voilà. C'est un bon outil, il sait faire plein de choses. Ça a des défauts, et après l'utilisateur, ça a toujours été le gros problème. C'est que dans tous les temps, en fait, dès qu'on a eu des outils, ça a été détourné pour des mauvaises choses. Première, on va dire, homme d'idée qui a pris un bout de bois pour casser des noix, on s'est dit c'est bien, et puis l'autre il s'est dit tiens, je vais prendre le bout de bois pour casser la tête, forcément c'est moins bien. Il y a eu l'invention des feux d'artifice, on a dit c'était bien, mais maintenant on a dit plutôt que d'envoyer des lumières, on va envoyer un canon pour faire la guerre, forcément c'est moins bien. Et pour le nucléaire, tiens, si on avait une énergie quasi infinie, on va dire, c'était le rêve initialement, pour faire de l'électricité, ce serait génial. Mais si cette énergie, on s'en servait pour raser une ville, ça tout de suite c'est moins bien. Donc oui, c'est toujours depuis tous les temps des humains ou des outils pour faire des choses, et ça a été détourné pour faire d'autres choses. Donc il faut quand même pas oublier ça. C'est pas propre à l'IA, donc c'est pas un souci. C'est quand même un truc qu'il faut faire attention. L'IA va quand même donner des capacités à tout le monde, notamment, qu'il va falloir faire attention. Alors maintenant, on va faire par une petite étude qui s'appelle Your Brain and ChatGPT, qui a été publiée en 2025. Donc je vous ai mis le lien. Alors pour l'instant, c'est sur Archive, ça n'a pas été, on va dire, validé par un comité. Mais bon, le but c'était de mesurer l'impact de l'utilisation de ChatGPT sur l'activité cérébrale et ce qu'ils appellent la performance cognitive lors de la rédaction d'essais, donc la rédaction d'un texte. Donc, comment cette étude s'est passée? C'est qu'ils ont pris 54 participants, ils les ont coupés en 3 groupes. Alors oui, 54 c'est pas beaucoup, mais bon, ça c'est discutable. Alors ils ont pris un premier groupe et ils ont dit voilà, va falloir rédiger un essai avec des LLM, ils leur ont donné ChatGPT, ils ont dit que vous n'utilisez que ça. On a un deuxième groupe, on a dit voilà, vous avez le droit d'utiliser un moteur de recherche, mais pas de l'IA. Donc je ne vais pas en citer, mais voilà, vous pouvez utiliser des moteurs de recherche pour chercher du texte, des idées, etc. Et le dernier groupe, c'est vous n'avez pas de PC, vous avez juste votre cerveau, en gros.
Et voilà, faut rédiger l'essai. Donc ils ont fait ça. Ils ont pris 4 sessions sur 4 mois, donc une tous les mois avec des échanges des outils en session 4. Donc pendant 3 sessions, les groupes, groupe LLM a eu accès à ChatGPT, groupe moteur de recherche, KO moteur de recherche, etc. Comment ils ont évalué l'activité des cerveaux? Donc ils ont pris des EEG, donc les mesures de l'activité cérébrale. Ils ont utilisé des outils d'analyse linguistique, des entretiens, et après ils ont fait aussi des notations par enseignant, par des personnes, et aussi des notations par livre. Donc ici on a les 3 groupes, les 4 sessions, et à la dernière session, donc le groupe qui avait que LLM, on lui donne plus rien. Le groupe qui avait un moteur de recherche que j'ai pas cité mais qu'on voit très bien ici, il a plus rien. Et le groupe qui avait plus rien, on lui met une IA pour faire ça. Voilà un petit peu le protocole sur comment ça se passe. Donc le but c'est de regarder ce qui se passe ici à la fin. D'accord. Donc déjà sur les 3 groupes, ils ont demandé aux participants de réussir à citer une partie de leur texte, de leur propre production, pour faire ça. Donc ici quand c'est plein c'est qu'ils ont réussi, quand c'est des petits points c'est qu'ils ont raté. Donc on voit ici que le groupe LLM n'a même pas réussi, donc ça c'est 16 groupes, 16 personnes par groupe, si je me trompe, 18 par groupe. Donc à peu près ici on a 2 ou 3 personnes qui ont réussi seulement à reciter leur texte sur les 18. Alors qu'ici il y en a 2 on va dire qui n'ont pas réussi alors que c'était leur propre texte. Donc déjà ce truc là, pas réussir à reciter ce qu'on a écrit, ça peut poser un problème. Niveau de ce qu'on appelle la connectivité cérébrale, donc une mesure de l'EEG. Le groupe cerveau seul montre une connectivité cérébrale plus forte et plus distribuée que les autres groupes. Donc ouais, forcément comme il avait moins d'aide il a dû plus réfléchir. Au niveau performance linguistique, les groupes LLM ils ont des essais mieux notés, donc ils ont des meilleures notes, mais 83 des participants ne pouvaient pas citer du coup un passage de leur essai au bout des 4 mois, donc ça peut poser problème. Et en fait ils ont aussi le sentiment de propriété intellectuelle, donc de dire oui c'est moi qui l'ai écrit, en fait était plus faible dans ce groupe là. Donc on fait quelque chose, mais finalement on fait quelque chose, on se dit c'est peut-être pas moi qui l'ai fait, etc. Donc ça peut poser des petits problèmes. Quand le groupe LLM, qu'est-ce qui se passe quand on change d'outil? Quand le groupe LLM est passé sur la dernière session à devoir faire une rédaction seule, ils ont noté une connectivité cérébrale plus faible. Alors c'est là où ça peut poser des questions, c'est que oui ils n'arrivent pas à le faire, mais c'est surtout que le cerveau il a moins bien marché une fois qu'on a enlevé les outils d'IA. Donc ça peut se poser des questions. Donc ça ils ont eu des difficultés à retrouver leurs idées et à citer leur travail. Par contre, quand on a pris le groupe cerveau seul et qu'on l'a envoyé, qu'on lui a donné maintenant accès aux outils d'IA, là il y a par contre une augmentation de l'activité cérébrale. C'est-à-dire que ils ont l'habitude de travailler, on leur met un outil, ils se disent je vais pouvoir travailler plus. C'est ma petite interprétation. Donc en tout cas il y a une augmentation. En tout cas aussi ils ont eu les meilleures stratégies pour d'interaction avec l'IA, donc de stratégie de prompt. Et à la fin, ils ont une meilleure performance linguistique. Comme ils avaient déjà réfléchi, je pense, ça encore une fois, c'est mon interprétation, ils savaient qu'il y avait des meilleures questions à poser à l'IA pour leur essai. Donc l'interprétation de l'article cette fois, c'est que l'utilisation précoce de l'IA réduit la capacité à réfléchir de manière autonome. Donc ça peut poser problème. Si on a l'IA trop tôt, on ne sait pas raisonner. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat, et ça, si on a juste le résultat sans savoir pourquoi il est là, ça paraît assez difficile à progresser en tout cas. Une conclusion, c'est que dans l'article, ils ont introduit la notion qu'on appelle de dette cognitive. Donc une dette cognitive, c'est qu'il y a réduit l'effort mental à court terme, mais affaiblit les capacités à long terme, capacités cognitives. Et ça peut, personnellement, je trouve que ça me dérange. Voilà. C'est qu'on arrive à moins réfléchir parce qu'on a des outils qui nous permettent de faire mieux, ça peut poser problème. Donc on va avoir une réduction de la réflexion critique et de la créativité, une augmentation de la vulnérabilité et au biais et à la manipulation. Si l'IA vous dit n'importe quoi, il faut réussir à se poser la question est-ce que c'est pas n'importe quoi et à corriger, etc. Donc ça c'est un point important.
Donc ça, maintenant, quelques petits commentaires, on va dire, plus de ma réflexion personnelle. L'étude, parce qu'il faut être un peu critique aussi, l'étude a comporté que 54 personnes. Il faudrait généraliser un petit peu pour voir si ça se vérifie avec des études un peu plus grandes. En plus de 18 à, je sais plus quel âge, une quarantaine, un peu moins de 40 ans. L'étude, elle n'a pas encore été validée. Donc au 2 avril 2026, il n'y a pas eu de publication en revue scientifique. Donc voir aussi si des experts valident un peu ces résultats. En attendant, moi je considère que d'utiliser l'IA après avoir fait d'abord un petit effort, réfléchir, et après utiliser l'IA, c'est mieux. Et en tous les cas, il faudra former des étudiants à avoir une utilisation qui sera critique de l'IA, c'est-à-dire quand l'IA sort un truc, pas faire copier-coller, voilà j'ai fini, non. Au moins relire ce qu'elle a dit et se poser les questions, est-ce qu'elle n'a pas dit des bêtises. Ça me paraît quand même assez essentiel à former les futures générations là-dessus. La dernière partie sur les défauts, alors là, je ne vais pas répondre concrètement est-ce que l'IA va-t-elle supprimer des emplois, je vais juste donner quelques études et puis laisser laisser Michel Serres, académicien, conclure là-dessus. Donc, première étude, une impact, une étude du cabinet au Pays de Galles et en Angleterre, alors entre 1871 et 2011, donc il n'y avait pas encore l'IA, etc. Qui démontre qu'on a eu petit à petit une destruction des emplois à tâches répétitives due à l'automatisation, etc. Et dans l'agriculture, on a eu 95% des emplois perdus entre 71 et 2011. Alors, est-ce que c'est l'automatisation? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est le progrès des engrais, etc. Ils ont juste constaté ça. Par contre, pendant le même temps, on a eu une augmentation dans d'autres domaines. Donc la finalisation de l'étude, c'est que l'innovation technologique ne se substitue pas à l'homme, mais simplement à ses muscles. Donc là, en 1871, quand il y avait besoin de 100 personnes pour faire quelque chose, maintenant on mettait une machine et on n'a plus besoin que de 5 pour contrôler la machine. Donc ça peut expliquer simplement ce 95%. Ça a été compensé par des emplois dits intellectuels, c'est-à-dire contrôler la machine pour faire ça. Si on regarde un petit peu, en 1871, les services à la personne, c'était à peu près du 1,1% des emplois totaux, alors que les travaux à force des muscles, c'était on va dire un quart des gens. Et en 2011, on est quand même passé à 12% de services à la personne et moins de 10% des travaux, on va dire, musculaires. Donc cette destruction d'emplois a quand même été plus que compensée par une rapide augmentation du nombre d'emplois dans les secteurs des services, des soins et de la création ou encore des affaires. Donc là, c'est pas mon interprétation, c'est vraiment l'étude qui dit ça. Donc voilà, donc ces avancées technologiques, sans parler d'IA, parce que l'IA n'était pas encore, a permis de faire ça. Si on regarde un petit peu, pour les 40 ans de l'INRIA en 2007, Michel Serres avait fait une conférence sur les nouvelles technologies, révolution culturelle et cognitive, et il finit par cette phrase. Je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations. C'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Donc sur cette conclusion-là, donc là c'est pareil, c'était en 2007, tout ce qui était machine learning, etc., ça n'existait pas encore. Mais j'aime bien sa conclusion qui dit que les nouvelles technologies, l'IA, nous ont condamnés à devenir intelligents. C'est très évident que dans les années à venir, embaucher quelqu'un pour faire quelque chose que l'IA sait faire, ça coûtera moins cher d'utiliser l'IA.
sous réserve qu'on a assez d'énergie, sous une réserve qu'il n'y a pas des taxes, etc. Ça sera plus efficace de demander à l'IA de le faire qu'à des humains. Donc, par contre, là où l'IA ne sera pas faire, il faudra toujours avoir des humains. Donc ça peut... on est obligé de devenir intelligent. Et donc je trouve ça, voilà, c'est une conclusion, ça peut faire peur, ça peut être bénéfique, va falloir faire avec. Voilà, un petit peu, merci d'avoir regardé la vidéo sur les défauts, les dangers de l'IA. Voilà, je pense que c'était important d'avoir toutes ces infos en tête et d'en prendre bonne note, de ne pas oublier que quand derrière un algo qui a réussi à faire quelque chose, il y a des infrastructures, il y a du temps, il y a de l'énergie, et toute l'énergie qu'on a eu nous pour faire ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pas eu pour faire autre chose. Donc voilà, ça peut paraître un peu déprimant, mais dans les prochaines vidéos, je vous promets, on va commencer à regarder comment ça marche un petit peu et comment on s'en sert. Allez, bonne journée.